On a donc, je disais, la sinistralité, sans surprise, avec l'augmentation et la multiplication des événements climatiques de toutes sortes, pas uniquement la sécheresse. On voit que ça a un coût supplémentaire et ça peut menacer la rentabilité des compagnies d'assurance. Cette multiplication d'événements de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses peut aussi amener à avoir des difficultés à trouver de la capacité de réassurance, et pas uniquement pour CCR, mais surtout le marché privé. Là aussi, ça entraîne une augmentation des primes et donc potentiellement des difficultés pour les assurés, les sociétaires. Donc c'est un enjeu assez important. L'autre enjeu, c'est celui de la solvabilité. Cette multiplication d'événements, elle va peser sur la solvabilité des compagnies d'assurance. Et donc, il faut pouvoir être en mesure de continuer à protéger les assurés, les sociétaires, mais aussi tout le système dans son ensemble. Et donc, ça va demander un peu plus de transparence au niveau des calculs, des expositions. Ça demande aussi de répondre à de plus en plus d'exigences réglementaires, notamment les stress tests climatiques. Les conclusions ont été livrées il y a assez peu de temps d'ailleurs. Et ça demande aussi, en termes de réglementation toujours, de favoriser une transition vers une économie un peu plus durable. Les autres enjeux sont sur de la modélisation et les moyens. Pardon. Si on va être en mesure de capter les effets et les impacts du changement climatique, on va avoir besoin de modèles qui vont être gourmands en données, notamment. Il faut pouvoir remonter sur des périodes historiques assez importantes, que ce soit en termes d'exposition, en termes de sinistres. Il faut aussi de la modélisation spécifique en termes au niveau climatique sur plusieurs périls pour pouvoir mettre en place des modèles qui soient plus précis, qui soient adaptés à la fois à la tarification, à la solvabilité et au provisionnement dans certains cas. Donc il y a des besoins de moyens aussi, de mise en commun de ressources, que ce soit de la puissance calculatoire ou des données en elles-mêmes. Et enfin, le dernier enjeu assez important, c'est la notion d'assurabilité. On l'a vu dans les résultats du dernier stress test climatique, la multiplication de ces événements entraîne une hausse des sinistres, donc une hausse des primes derrière, et potentiellement un retrait de certains assurés sur les couvertures d'assurance parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et donc c'est une notion qui est assez importante et qu'il faut prendre en compte ici. Si on fait on revient sur le rapport Langreney qui a été aussi également mentionné un peu plus tôt ce matin. Donc le rapport, lui, il a formulé 11 objectifs majeurs, 37 recommandations. Et sur ces 11 objectifs, on est principalement sur des objectifs de pérennité du système assurantiel actuel. Donc en partie la CCR, ça parle également de mutualisation des risques, mais également de tout ce qui va être en lien avec l'adaptation, la prévention au niveau des risques, et aussi de verdir de verdir potentiellement les offres d'assurance, que ce soit, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, rebâtir avec pour avoir des bâtiments plus durables, plus éco-responsables, utiliser des voitures électriques, des matériaux de seconde main dans certains cas. Et on a aussi tout ce qui va être intervention au niveau individuel sur de la prévention, mais également les pouvoirs publics qui doivent intervenir aussi sur les plans de prévention au niveau local, au niveau départemental ou national, mais également les professionnels de l'immobilier. Donc, ce qu'on peut dire au global sur les enjeux du changement climatique, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de la modélisation, c'est que c'est un enjeu qui est pas uniquement local, mais c'est vraiment mondial. Et au niveau de l'assurance, ça soulève énormément de besoins. D'abord, il y a de plus en plus de besoins de reporting, de répondre à des exigences de réglementation. Mais il y a également une vision un peu plus globale pour tout le marché de l'assurance, qu'il soit en France ou ailleurs.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comme je l'ai dit. Donc, comme on l'a dit, on a travaillé sur un modèle sécheresse, donc en collaboration avec Telem Assurance. Donc, on est sur leur portefeuille résidentiel. Et pour pouvoir mener à bien notre étude, on l'a divisé en quatre blocs. Une partie, sans surprise, exposition, avec le calcul des sommes assurées, les projections des sinistres à l'ultime. Et dans ce bloc-là, on a également mis tout ce qui était relatif au climatique, avec la récupération des données et leur projection sur un horizon temporel. On a un bloc géocodage qui nous a servi pour la géolocalisation des expositions, mais également la géolocalisation des sinistres. Un bloc aléa où on a croisé, sans surprise là aussi, les données d'exposition et les données de sinistres à l'ultime pour obtenir un taux de destruction historique sur le portefeuille de Telem. Ensuite, on a backtesté notre modèle pour s'assurer que tout cadrait bien. Et enfin, on a un module de projection où on a projeté nos expositions donc à l'aide du plan stratégique, et on a également projeté les scénarios climatiques. Si on regarde un peu plus précisément la sécheresse et ses facteurs climatiques, il y a la précipitation ou l'absence de précipitation, que ce soit de la pluie ou de la neige. Il y a l'impact des températures, de l'humidité via l'évaporation, de l'artificialisation des sols et du prélèvement et de la gestion des eaux. Et là aussi, c'est des points qui sont assez importants sur les facteurs climatiques en sécheresse. Et nous, pour notre étude, on s'est concentré sur les températures, les précipitations en pluie et l'indice d'humidité. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est concentré sur ces variables uniquement? Puisque, comme on vient de le voir, il y en a quand même une multitude qui pourrait être utilisée sur la sécheresse. C'est que toutes ces données ne sont pas forcément disponibles à la même maille géographique et sur la même profondeur historique. Donc on a été obligé de faire des choix. Néanmoins, température, précipitation et humidité sont les variables qu'on retrouve le plus souvent, ou les principales variables qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature sur la sécheresse. Au niveau de nos données, on avait trois grands blocs de données. La première partie, c'est la base des expositions, avec une information donc, au niveau code postal, adresse, numéro de contrat, qualité d'occupant, type de bien, surface, nombre de pièces, capital mobilier. Une base sinistre avec des exercices de survenance, d'arrêté, le numéro de contrat également, la nature du dommage et règlement, recours et provision. Et le dernier bloc, c'était le plan stratégique avec la projection du nombre de contrats de 2023 à 2027 et projection de la prime sur ce même horizon temporel. Je laisse maintenant la parole à Pablo qui va encore aller plus loin dans le modèle. Merci Yann. Je vous propose maintenant un focus sur un type particulier de données, qui sont les données géographiques, qui sont au format adresse postale. On va chercher à géocoder, c'est-à-dire qu'on va en extraire la position géographique en latitude et longitude. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, au-delà d'être en mesure de placer sur une carte, comme on peut voir par la droite de la slide ici, c'est qu'on va pouvoir extraire des données à l'échelle locale. Voilà. Donc pour le type de données, par exemple, c'est des relevés météorologiques à proximité, mais ça va aussi nous donner une connaissance très locale du risque de la sinistralité in fine du portefeuille. C'est un premier traitement de données qu'on a pu faire sur la base de Telem Assurance. Un deuxième traitement auquel on peut penser, c'est l'estimation des sommes assurées. Un deuxième traitement de la base de données assurée, c'est l'estimation donc des sommes assurées via l'utilisation de la base DVF+. Cette base répertorie les transactions qui ont lieu sur le territoire français, et en particulier les transactions de type immobilier, puisqu'on parle de l'assurance habitation. Ensuite, l'estimation de la valeur du mètre carré, disponible à la maille année, mais aussi à la maille code postal, pour évaluer justement comment pourrait évoluer la sinistralité et les charges du portefeuille, et la revalorisation des sommes assurées, puisqu'on est sur un contexte de plusieurs années, et les prix sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. Donc, tous ces retraitements nous offrent une bonne connaissance du portefeuille et nous permettent
d'établir une trajectoire et une projection à horizon 4 ans du portefeuille. Alors j'attire votre attention sur le fait que ces trois barres, respectivement total des sommes assurées, primes et police, sont en base 100. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est leurs évolutions au cours du temps. Et on peut remarquer que en orange, les primes augmentent très fortement, ont une très forte augmentation, et cette augmentation est moins importante chez les deux autres postes qu'on a à disposition. Et également, on utilise l'indice FFB pour revaloriser ces montants et réaliser une projection à horizon 2027. Ça nous offre une bonne connaissance du portefeuille assuré et nous permet d'entrer sereinement dans la modélisation. Donc, la modélisation via quatre grands blocs, des données assurantielles que je viens de présenter, auxquelles on a réalisé d'autres traitements. Et on a enrichi cette base via des données météorologiques, comme l'évoquait Yann, grâce aux bases du DRIAS et de Météo France. On a pu capitaliser sur cet enrichissement pour réaliser une modélisation du SWI. Donc c'est un indice d'humidité des sols à 2 mètres de profondeur. Et ça veut dire Soil Wetness Index. Et enfin, on a pu projeter cet indice pour étudier son impact sur la sinistralité. Maintenant, si on fait un focus sur la modélisation en tant que telle, on a 3 blocs de données. Les données DRIAS qui seront les variables explicatives du modèle, avec 8981 points de mesure à travers le territoire français, et une mesure par jour avec un historique de début 2011 jusqu'à fin 2029. En face de ceci, on a Météo France qui fournit la variable réponse, l'indice d'humidité des sols, avec seulement 1000 points de mesure. Toujours une maille journalière et un historique bien plus conséquent. On a croisé pour chaque jour de mesure, en fait, on a rapproché ces deux bases via proximité géographique en associant les points de mesure DRIAS au point SWI de Météo France le plus proche. Et on n'oublie pas la troisième base, la base d'assurance, TLM, qui n'est pas utilisée dans la modélisation au tout début, mais sur laquelle sera mesuré l'impact de la projection SWI. Ensuite, on agrège cette base de données météo à la maille département croix-mois. Pourquoi la maille département? Pour des raisons opérationnelles et de calcul. 1000 points de mesure, c'est très conséquent en termes de simulation. Et il a fallu restreindre de façon cohérente cette profondeur de données. Et à l'échelle mensuelle, parce qu'une granularité journalière est trop fine et induirait du bruit sur la modélisation. Les variables retenues, ce sont la température minimale, maximale et la somme des précipitations mensuelles. Et à ce stade de l'étude, on a donc une base prête à la modélisation du SWI. Donc du coup, nous, à TLM Assurance, on intervient au niveau de fournir des données du coup, à OptiMind. Pourquoi on fait ça? Pour plusieurs raisons. La première, comme tout le monde le sait, c'est un enjeu. Les enjeux climatiques sont des enjeux majeurs pour les assureurs non-vie, pour plusieurs raisons qu'on connaît tous, et notamment la sécheresse, qui est un sinistre de nature vraiment atypique. Comme on le sait, les arrêtés CatNat, le délai, c'est d'1 an. Donc on a un besoin de quantifier cette sinistralité sécheresse de manière précise. Et donc du coup, à TLM, on est en constante amélioration du coup sur ces sujets, et on met en place du coup un modèle pour s'améliorer du coup sur ce sujet et prédire cette charge sinistre sécheresse. Ce qui nous permet donc de travailler avec OptiMind, qui ont beaucoup de connaissances, et du coup de nous challenger en fait. Ils ont modélisé, ils ont des résultats. Et nous, au regard de ça, ça nous permet aussi de voir si on part dans le bon sens, dans le mauvais sens, etc. Et de nous conforter ou non, en tout cas de s'améliorer sur nos modèles. Merci Simon. Et donc, pour revenir sur la modélisation en tant que telle, le modèle qui a été retenu, c'est un modèle de SARIMAX. C'est une extension du modèle SARIMA auquel on peut ajouter des variables externes, et qui est calibré pour chaque département. Donc pour chacun des barycentres des départements, on va calibrer un modèle de type SARIMAX à la maille mensuelle, avec les variables exogènes que j'ai évoquées plus tôt.
Ce modèle est validé pour chaque département par une cross-validation temporelle et la métrique retenue pour évaluer ces différents modèles est la MAE. Une fois que ce modèle est backtesté sur chacun des départements, on est en mesure d'effectuer des prédictions du SWI sur chaque département et on a des modèles qu'on juge convenables à ce stade de l'étude. Si on prend un petit peu de recul et qu'on observe via des graphiques les différentes prédictions qu'on réalise, avec à gauche de l'écran les précipitations et à droite les températures moyennes, à 3 dates distinctes, on a une sorte de complémentarité dans le sens où pour une carte donnée, une année donnée, on a dans les zones où il y a des précipitations tendance à avoir moins une température moyenne plus basse, ce qui est en quelque sorte encourageant, tout en remarquant qu'on a une température moyenne qui a tendance également à augmenter au fil des ans sur la partie droite de l'écran. Et enfin, quand on s'intéresse à l'indice SWI, donc la variable cible, c'est encore plus frappant, cette progression de la sécheresse, puisque les cartes de la France sont de plus en plus claires, et ce qui signifie qu'on a un indice SWI plus faible et in fine qu'on a plus de sécheresse. Donc on a une aggravation de la sécheresse au global sur le territoire et localement, par exemple quand on regarde le sud-ouest de la France, c'est une variation très importante. Et quand on regarde l'impact de ceci en termes de taux de destruction, on a également une augmentation du taux de destruction. Enfin, le taux de destruction simulé est plus important que celui historique observé quand on compare les deux premières cartes. Et quand on étudie la différence terme à terme de ces taux de destruction, on a encore une fois dans le centre-sud-ouest des forts écarts entre la projection et le taux de destruction simulé. Donc, cette projection du SWI étant effectuée, on est en mesure, et c'est ce que Simon va vous présenter, de regarder l'impact sur le portefeuille d'une façon plus macro. Du coup, au niveau des résultats, sur la sinistralité estimée, globalement, sur la période 2024-2027, du coup, le S sur P lié à la sécheresse est estimé à 15,34 contre 10,36 observés historiquement. Donc, les résultats de modèle donnent une aggravation du risque, comme tu l'illustrais, Pablo. Ça représente une augmentation de 48% des primes sécheresse sur l'ensemble du portefeuille et des disparités. Et cependant, il existe des disparités des résultats fragiles sur quelques départements en raison de l'exposition faible et de l'amplitude historique des cycles de sécheresse. Donc en fait, nous, ça c'est les résultats du modèle d'Optimine. Nous, quand on regarde ça par rapport à nos résultats, on est en phase. Nos difficultés, c'est cette exposition faible sur certains départements où le portefeuille est peu représenté. Quand on raisonne en S sur P, du coup, ça amène de la volatilité dans les résultats. Donc, ils sont à interpréter avec prudence, mais globalement, on est totalement en phase. La difficulté aussi de modéliser cette sécheresse, c'est aussi le contexte réglementaire qui est mouvant. Donc, si on projette dans le futur, il y a toute cette partie qui n'est pas évidente de qu'est-ce que ça va devenir et est-ce qu'on va connaître une détérioration, une amélioration de la sinistralité, étant donné qu'on ne peut pas se baser sur l'historique. Et donc du coup, il y a plusieurs choses comme ça qui font que ça rend compliqué la modélisation. Mais en tout cas, avec les informations qu'on a à date, avec les modèles qu'on réalise à date à Télémassurance, on est en phase avec les résultats montrés ici. D'un point de vue géographique, d'un point de vue géographique, on a des départements qui sont du coup historiquement plus exposés. Sur les 20 plus gros départements en volume de primes, la différence moyenne représente 5,2 points de S sur P. Donc 3 départements parmi les 20 plus gros présentent une aggravation du risque supérieure à 15 points. Et on a une aggravation du risque significative en Occitanie et dans le centre de la France. Donc ça, voilà, c'est dont je parlais juste à l'instant. Quand on parle d'Occitanie, une aggravation significative, du coup, ça nous permet de mettre en place un suivi et de surveiller ça, mais on sait qu'on n'est pas, c'est pas la région à laquelle on est le plus exposé sur le portefeuille. De fait, on relative ces résultats, même si voilà, on est en face, mais voilà, il faut
avec ces modèles, il faut avoir aussi un certain recul. On est en apprentissage, je pense que la plupart du marché est en apprentissage sur ces problématiques. Du coup, on s'améliore. En faisant aussi ces modèles, on comprend mieux le risque, on connaît mieux d'où il vient, de quoi il est fait. S'il est important de les modéliser pour avoir anticipé la trajectoire économique de l'entreprise d'un assureur non-vie, mais voilà, du coup, il faut quand même relativiser les résultats. Derrière ces résultats, comme on l'a indiqué, on sait qu'il y a des fragilités sur les modèles, sur les données. Donc c'est important c'est une démarche continue, progressive, d'apprentissage, comme le dit Simon, sur les résultats, pour affiner et gagner en prédiction, en compréhension sur les résultats, et arriver à une maille relativement fine qui permettront d'avoir des mesures plus ciblées. Si. Alors au niveau des impacts qu'on peut avoir en termes de gouvernance, plus globalement même d'ailleurs. Le premier, on l'a déjà dit et répété, c'est la pérennité du régime CatNat via la revalorisation des cotisations. Donc comme ça a été mentionné ce matin, ça passera de 12 à 20%. Il y a aussi également le maintien et le support pour le système assurantiel français, qui est quand même plutôt remarquable. Ça pose également des enjeux au niveau du rôle de l'assureur. Alors le rôle de l'assureur, c'est un rôle de soutien à l'économie, mais c'est aussi un rôle social. Ça suppose aussi, avec le changement climatique, la mise en place de produits d'assurance qui vont être mieux adaptés et plus résilients face aux impacts du changement climatique. Et plus concrètement, en interne, c'est l'intégration du changement climatique dans la stratégie de gestion de risque de l'entreprise. Donc cette stratégie, elle va avoir des enjeux sur les politiques internes. On va parler ici de politique de souscription, mais également de politique d'investissement, de politique de réassurance. Comme on le sait, le marché de la réassurance sur la partie climatique, il est un petit peu plus contracté que sur ces dernières années. Donc ça suppose de mettre en place ou de trouver d'autres moyens, d'autres capacités de réassurance sans pour autant aller dégrader les notes des réassureurs. Et ça demande également, il y a aussi des enjeux sur mise en place d'identification, d'évaluation, de prévention sur les risques climatiques. Il y a des enjeux également au niveau du régulateur. Il y a de plus en plus de directives et de recommandations qui sont publiées. Il y a des enquêtes régulières qui sont faites. Il y a des stress tests climatiques qui sont faits. Et il y a de plus en plus d'exigences au niveau des rapports RSE. Et enfin, le dernier gros enjeu, on l'a déjà dit en introduction, c'est l'assurabilité. On voit qu'il y a des nouveaux risques qui émergent ou d'anciens risques qui deviennent de plus en plus importants. On pense au péril grêle notamment, à l'incendie qui n'était pas forcément mentionné dans la formule standard et qui pointe le bout de son nez, si on peut dire ça comme ça. Ça pose des questions d'adaptation des primes et des conditions d'assurance et donc de difficultés potentielles d'accès à l'assurance. Et encore une fois, ça demande le renforcement de la prévention et de la résilience. Donc encore une fois, le changement climatique, il a des impacts pour l'assurance, pour le monde de l'assurance, qui sont divers et variés et qui ne se limitent pas uniquement à des enjeux de modélisation, mais qui vont se répercuter dans d'autres points, l'investissement, la réassurance et l'assurabilité. Si on regarde la mise en place ou la déclinaison d'une politique climatique maintenant, on va avoir les exigences internes, pilotage de la souscription, mise en place d'un zonier tarifaire multipéril, évolution de la politique d'investissement, de l'appétence au risque, d'investissement dans des projets qui vont être plus durables, la prise en compte de ESG, prévention, etc.
Au niveau des exigences externes, on va devoir faire face aux exigences de l'UIOPA, de la CPR, la mise en place d'un ORSA climatique, ce qui a commencé à être fait, mais qui il y a encore 2 ans en arrière, c'était quelques scénarios sur des coins de table, et aujourd'hui, c'est des scénarios qui sont beaucoup plus poussés, qui touchent à la fois les risques physiques, mais également les risques de transition et des scénarios croisés. On a les rapports de durabilité, les rapports RSE, la communication extra-financière. Donc on voit aussi que d'un point de vue un peu plus pouvoir public, on va dire ça comme ça, le changement climatique pour les assurances devient de plus en plus important et de plus en plus contraignant d'un point de vue réglementaire. Pour la conclusion, je vais laisser la parole à Albin. Comment nous voyons effectivement la traduction de l'impact du changement climatique sur le secteur de l'assurance. Il y a une évolution dans la souscription, effectivement, qui va se traduire et qui va se décliner de diverses manières. La donnée, la collecter, parce qu'on a besoin de données de plus en plus fines, que ce soit données externes ou données internes, pour mieux apprécier et à donner de la robustesse à tous ces modèles, à toutes ces prédictions. On a une évolution aussi autour des modèles, avec une appropriation des modèles de plus en plus sophistiqués qui permettent d'anticiper, en tout cas d'avoir une évaluation des impacts et de prendre des décisions, pas uniquement de pilotage de rentabilité, mais propre à dire cette zone, on ne peut plus l'assurer, ou en tout cas dans des conditions financières qui sont beaucoup plus lourdes, parce que trop fréquemment exposée. Donc la question effectivement de l'assurabilité qui repointe son nez. Les outils, pourquoi on parle d'évolution des outils? On avait des outils qui exploitaient des bases SAS, des bases Python. On doit développer des puissances de calcul qui sont de plus en plus importantes, de manière à capter la volatilité et l'intensité des événements, et essayer d'apprécier, d'essayer de relier ça à des facteurs climatiques et de bien apprécier d'améliorer la prédictibilité de ces phénomènes. Donc les outils, les assureurs s'en dotent, en tout cas pour ceux qui ont les moyens de le faire. D'autres structures nouent des partenariats avec des conseils, donc des prestataires, pour commencer à visualiser les enjeux et à investir dessus. On a des stratégies différentes, mais c'est une question de maturité dans la réflexion et de moyens qui sont capables d'engager. Enfin, dans les choses qui sont sur du plus long terme, on a une évolution effectivement des politiques et de gouvernance, avec des zoniers qui sont affinés et qui tiennent compte de la capacité à aller se réassurer. On a parlé du régime CatNat avec la CCR, mais potentiellement d'adapter la réassurance, la structure de réassurance, voire on pourrait envisager, compte tenu de l'appétence peut-être de certains acteurs, en tout cas du caractère récurrent et de la baisse de l'aléa finalement, d'avoir des structurations plus plus exotiques, type cat bonds, pour pouvoir aller acheter de la capacité sur certaines zones. Enfin, une évolution de la réglementation. Ça va entraîner une évolution de la réglementation, mais là aussi, le secteur, les différents agents, que ce soit les secteurs publics, les assureurs, le régulateur sont partie prenante et ont conscience des éléments, et font évoluer cette réglementation au fur et à mesure de leur apprentissage. Donc on a des premières conclusions, des préconisations. L'assureur ne sera
pas là que pour compter finalement ce que ça coûte ou en plus ou ce qu'il a les mesures, les économies qu'il a pu faire à travers ces mesures. Il est un moteur de proposition pour limiter les impacts, en tout cas piloter et aider j'ai envie de dire le marché à garder une certaine assurabilité. Si tu veux bien avancer. C'est fait. Quelle stratégie à mettre en œuvre? C'est un bien grand mot, mais face à ce risque qui est quand même particulier, qui possède des caractéristiques particulières, une difficulté d'évaluation parce que c'est des risques long terme, en tout cas avec une dégradation qui peut intervenir très tardivement, des problèmes de durée, effectivement, de phénomènes où on pourrait avoir de l'affection adverse, c'est-à-dire être dans une zone plus exposée, mais une volonté quand même de s'assurer pour être couvert de manière récurrente là-dessus. Qu'est-ce que peut mettre en œuvre un assureur? La première mesure, celle à laquelle on pense directement, dont on vous a parlé, c'est la réévaluation des tarifs. C'est le premier levier avec l'évolution de la politique de souscription. Est-ce qu'il y a certaines zones sur lesquelles on doit se retirer ou pas? De combien on doit majorer pour couvrir ce risque? C'est le premier niveau, j'ai envie de dire, de réponse. Alors, il est incomplet parce qu'on ne peut pas, à travers qu'une solution de tarif, répondre à la dérive qui est importante. On a aussi d'autres outils. On pense effectivement à la meilleure appréhension du péril en lui-même à travers des modèles de plus en plus compliqués, mais ça permettra de caractériser, d'éviter d'anticiper des dérives trop fortes, en tout cas d'amplifier un phénomène qui a un impact déjà significatif sur ces dernières années, et surtout les mesures de promotion, d'atténuation et de prévention des risques. On pense à plusieurs choses, à la fois à l'orientation sur des matériaux, certains matériaux, on pourrait avoir un rôle de l'assureur plus fort là-dessus pour dire au moment du sinistre, de la reconstruction, avoir des matériaux qui soient davantage compatibles avec ce type de risque. Prévention à travers la communication et vis-à-vis des assurés ou sur le marché. Il y a plein de... c'est un axe qui est relativement important et qui permettrait de limiter les impacts. Si tu veux avancer. Sur le moyen terme, comment on l'avait envisagé, en représentant effectivement avec un focus, j'allais dire, un focus qui s'éloigne. Le premier niveau, c'est améliorer les modèles au sein des compagnies, les modèles, l'appréhension du risque. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance de son portefeuille et de mieux anticiper les impacts financiers. Le régime, la pérennité du régime CatNat, on a parlé à travers le rapport Langrenay. On a une revalorisation qui a été importante du taux de prime. Est-ce qu'elle sera suffisante? Je pense qu'il y aura d'autres études qui viendront compléter et répondre à cette question. Mais la question se pose sur le caractère, sur l'aléa. Est-ce qu'il est encore présent dans certaines zones? La question mérite d'être posée. L'axe 3 qui est en lien avec j'allais dire le rôle social de l'assureur, c'est promouvoir effectivement les évolutions des infrastructures, la reconstruction. J'ai envie de dire, c'est
ça aura d'autant plus d'effet que ça prémunira contre un coup plus fort sur de nouvelles itérations de sécheresse. La question du rééquilibrage du coût, on l'a considéré effectivement à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'elle se pose sur l'ensemble du marché français. Ce n'est pas la décision que d'un seul acteur. Comment on peut s'assurer que certains acteurs ne se désengagent pas complètement, en tout cas d'avoir un partage du risque entre les différents acteurs, ou en tout cas inciter à avoir encore une capacité d'assurance sur certaines zones. C'est une question clé. C'est une question clé puisque certains acteurs ont déjà anticipé, comme le dit, en fonction des différentes maturités, peuvent anticiper certains désengagements. Voilà. Enfin, la dernière solution qu'on visualisait, c'est d'aller directement sur le marché de la rassurance, chercher de la capacité parce qu'un risque trop coûteux au regard du marché français, et du coup aller chercher sur les marchés financiers de la capacité pour offrir à travers des réassurances structurées une solution technique de financement au coût des réparations. En tout cas, en tout état de cause, ces solutions, elles sont actuellement partiellement, elles sont mises en œuvre pour certaines et avancées. Il y aura nécessairement une coordination entre les différents agents, que ce soit les organismes publics, privés, le régulateur, pour bien les appréhender et pour faciliter, j'ai envie de dire, et garder l'assurabilité qui est quand même l'enjeu clé de ce péril, et qui doivent permettre de conserver un mécanisme de mutualisation et de solidarité nationale. C'est quand même c'est un enjeu très très fort et qui n'a pas de solution rapide, en tout cas à court terme, si ce n'est de réfléchir sur comment mettre en œuvre ces mécanismes-là. Je vous remercie. S'il y a des questions. Au fond. C'est pour passer le micro, en fait, si jamais il y a quelqu'un qui a une question. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais deux questions. La première question, vous en avez un peu parlé. Ce type d'étude, est-ce que ça vous a amené à prendre des décisions de retrait un petit peu sur des zones exposées? Donc, est-ce que vous avez décidé de réduire votre portefeuille sur ces zones qui seraient plus exposées ou pas? La deuxième question, un peu plus technique, vous avez parlé dans l'évaluation des coûts, vous avez utilisé l'indice FFB que vous avez extrapolé sur plusieurs années. Je voudrais savoir quel modèle vous avez utilisé pour extrapoler l'indice, et est-ce que vous avez backtesté par rapport à l'indice, à l'évolution réelle de l'indice sur ces dernières années, puisque en 2022, avec la situation fortement inflationniste, on a vu que le FFB a augmenté de 8,6%, et en 2023, la situation s'est un peu inversée puisque l'évolution du FFB était ramenée à 2,5%. Donc c'était pour savoir la robustesse de la projection que vous avez effectuée par rapport à l'indice réel. Merci. Alors, pour la première question, sur quel type de décision, j'ai envie de répondre. Pour l'instant, on était à partager des constats et des résultats. L'objectif de l'étude, c'était
d'arriver à un consensus sur ce qu'on observait. Là, nous, on n'était pas là pour donner une orientation. On était là pour essayer d'améliorer les modèles. Après, chaque assureur a ses propres stratégies là-dessus. On n'a pas présumé de toute... c'est pour ça qu'on n'a pas conclu là-dessus de toute décision qu'aurait pu prendre TLM concernant les constats qu'on a pu faire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, donc déjà, globalement, on remercie Optimine pour son travail et pour les orientations qu'ils ont pu mettre en exergue. En revanche, après, sur cette question d'assurabilité sur certaines zones, j'ai envie de dire, après, c'est un choix de chaque assureur et que ça dépend de plusieurs acteurs aussi. Ça dépend aussi du public, ça dépend des réassureurs, etc. Actuellement, on n'est pas dans cette phase de réflexion, en tout cas, de notre côté. Moi, je vais répondre sur la partie inflation. Sans trop de mystère, on s'est basé sur le scénario court terme de la CPR pour faire la projection du FFB pour éviter justement toutes les complications liées à une projection et une modélisation. On a préféré utiliser des données qui étaient entre guillemets validées et faites par d'autres. Mais au moins, on avait la possibilité d'avoir un scénario central, un scénario dégradé, et on a pu regarder un peu lequel des deux était le plus vraisemblable en fonction de ce qu'on imaginait être la projection et du scénario climatique qu'on a retenu également. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question ou pas. Je me demandais, est-ce que vous pourriez remettre la cartographie SWI ? Est-ce que ça correspond à quoi 1 et 0 concrètement ? Parce que j'imagine que quand on passe de 1 à 0,2, c'est pas l'eau dans les sols qui a été divisée par 5. Est-ce qu'il y a un sens ? C'est un indice, donc j'ai pas la formule en tête exacte, mais c'est pas une valeur en tant que telle, mais c'est une valeur plutôt normalisée, comme disait Yann, tout à fait. Il n'y a pas de... Ok. Merci pour la présentation. Justement, j'avais une question sur le lien que vous faites entre SWI et sinistralité. Comment est-ce qu'on passe de l'indice aux euros ? Et une deuxième question, est-ce que vous avez des pistes pour tenir compte de la nature des sols et du type de bâti dans ce genre d'exercice de modélisation ? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout au long de cette présentation. La modélisation climatique, pas uniquement sur la sécheresse, c'est assez gourmand en termes de puissance de calcul pour commencer, en termes de data, de profondeur historique, de granularité géographique. Et on n'a pas été en mesure de trouver tout ce que l'on voulait. Alors effectivement, si on pouvait intégrer la nature des sols, le bâti, l'altitude, c'est quelque chose, si on avait pu le faire, on l'aurait fait. L'idée, c'est de continuer à développer le modèle, d'aller plus fin en termes de granularité géographique et d'aller aussi de rajouter d'autres variables pour continuer l'apprentissage du modèle et pour le rendre un peu plus mieux, pour faire simple et pour faire moche. Ensuite, sur la première partie de la question, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une régression linéaire entre les taux de destruction et le SWI. Et comme on a projeté le SWI à l'horizon du plan stratégique, on en a déduit un taux de destruction. Et comme on avait les expositions également au niveau du
de l'horizon du plan stratégique, je vais y arriver, on a pu recroiser et redéterminer les sinistres estimés pour l'horizon du plan stratégique, encore une fois. Est-ce que ça... Oui, ça répond. Très bien. Une dernière pour la route. Concernant les données de RIAS, pour les personnes qui ont essayé de les utiliser, on sait tous que c'est extrêmement volumineux. Quelle solution technique vous avez trouvé pour manipuler ces données? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. On a travaillé sous Python avec les bibliothèques Pandas et les classiques pour traiter les données et pour les ajuster, les Google Colab pour avoir un gain de puissance. Après, vous avez des données géographiques, déjà agrégées géographiquement, parce que si on prend les données de RIAS à la maille la plus fine, qui est de 8 km par 8 km, pour le coup, ça peut être assez difficile à gérer dans les systèmes informatiques. Et c'est aussi pour ça qu'on les a agrégés dans un deuxième temps, pour se ramener à la maille départementale. Oui. D'accord, merci. Merci à tous. Merci à tous.